23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition. Tout de suite, les titres. Et cette nuit, ce mercredi, un conseil des ministres au palais présidentiel, présidé par le chef de l'État, la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, s'est penchée, entre autres, sur les questions d'emploi jeune et d'adduction en eau potable pour tous. Aujourd'hui, 3 mai, date commémorative de la Journée mondiale de la liberté de la presse. En Côte d'Ivoire, le thème de cette 25e édition était « Ensemble contre la précarité dans nos médias ». Opération de saisie de médicaments illicites ce mercredi matin au marché de Roxy, le plus vieux marché de faux médicaments situé dans la commune d'Adjamé. Il s'agit de 30 tonnes de médicaments mis hors d'usage par des unités de la police nationale et de la gendarmerie. Il s'est donc tenu ce mercredi matin un conseil des ministres au palais présidentiel, conseil présidé par le chef de l'État. La réunion hebdomadaire des membres du gouvernement s'est penchée, entre autres, sur des questions d'emploi jeune, également d'adduction en eau potable pour tous. Partenaire sûr de la Côte d'Ivoire, c'est ainsi que s'est définie l'Association internationale de développement. Pour sa contribution au financement du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable, en milieu urbain, l'accord de prêt conclu récemment avec le gouvernement ivoirien en est un signal fort. Cet accord, d'un montant de plus de 29 milliards de francs CFA, a été au cours du Conseil des ministres ce mercredi l'objet d'un projet de décret pour sa ratification. Ce projet a pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau, d'accroître l'accès aux services d'eau dans les zones urbaines et de renforcer les capacités de l'Office national de l'eau potable de l'ONEP. La mise en œuvre de ce projet concerne principalement 8 centres urbains sélectionnés dans le cadre du processus de planification des investissements du gouvernement. Les localités concernées sont celles de Tiasalé, Ndoussi, Zianouan, Agboville, Korogo, Ferkessédougou, Bingerville et Béomi, pour une population de 512 000 habitants. La question de l'emploi des jeunes, le gouvernement ne se lasse pas de s'en préoccuper. Le Conseil, en abordant le sujet, a évoqué la poursuite des formations complémentaires qualifiantes, en abrégé FCQ, pour permettre à des jeunes d'études supérieures surtout d'avoir du travail. Pour l'édition 2017, sont concernés 2185 jeunes. Ce programme a pour objectif principalement de faire face aux difficultés rencontrées par les jeunes diplômés en quête d'un emploi salarié en adéquation avec leur diplôme et en adéquation avec les besoins des entreprises. L'édition 2017 prévoit la formation, la requalification et la reconversion de 2185 jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur. Les jeunes visés ici sont des demandeurs d'un premier emploi. Leur âge est compris entre 18 et 40 ans et ils comptabilisent au moins 2 ans de chômage. Au niveau de la santé, le Conseil a informé sur l'apparition de la dengue en Côte d'Ivoire avec un cas à Cocody-Bingerville. La dengue, cette maladie qui a fait beaucoup parler d'elle en Amérique latine. Toutefois, le gouvernement rassure et promet de prendre des mesures de prévention pour éviter sa propagation sur le sol ivoirien. Un cas de dengue de type 3, qui est une forme relativement grave de cette maladie virale aiguë, transmise à l'homme par la piqûre de moustiques infectés, a été confirmé le 28 avril 2017 par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Des recherches actives d'éventuelles autres infections ont été menées entre la date de la première infection et aujourd'hui. Ces recherches complémentaires ont permis d'identifier 17 nouveaux cas suspects, à ce stade suspects, pour lesquels des prélèvements sanguins ont été réalisés et acheminés à l'Institut Pasteur pour analyse. Les résultats sont en attente et les enquêtes épidémiologiques et entomologiques se poursuivent. Aussi, dans l'urgence, le Conseil a instruit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que l'ensemble des ministres concernés, à l'effet de prendre des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre la transmission du virus de la dengue. À cet effet, il sera procédé à la démoustication des sites abritant des gîtes lavaires ou susceptibles d'abriter des gîtes lavaires dans l'ensemble du district autonome d'Abidjan.
il est important d'informer la population, mais en même temps de rassurer la population sur le fait que pour le moment, les choses semblent bien contenues et que tout est mis en œuvre surtout pour éviter une propagation de cette maladie à Abidjan et dans notre pays. Une autre information donnée au cours de ce conseil, c'est la nomination du nouveau directeur général des douanes. Il s'agit de Dapierre Alphonse. Le nouveau DG des douanes n'est pas un inconnu. Il a été l'adjoint de son prédécesseur pendant plusieurs années. Je vous fais lecture de ce communiqué pour poursuivre. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, accompagné d'une importante délégation composée d'officiels, effectuera une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire du 5 au 7 mai 2017. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État examineront des sujets d'intérêt commun ainsi que ceux concernant la sous-région, l'Afrique et le monde. Cette visite de travail et d'amitié sera également marquée par un tête-à-tête entre les deux chefs d'État et par une visite du site de la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Les populations du district autonome d'Abidjan et la communauté ghanéenne sont donc invitées à réserver un accueil chaleureux à l'hôte de marque le vendredi 5 mai 2017 à 13h à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Fin de la mise en place fixée pour 12 heures. Et on poursuit avec ce rassemblement des journalistes de toutes les rédactions de Côte d'Ivoire pour le top départ donc ce matin. Top départ donné à la RTI. Notez que les hommes de médias célébraient ce 3 mai la journée mondiale de la liberté et de la presse, une 25e édition sur fond d'espoir. C'est ce que nous disent Fidèle Aigné et Franck Kouadio. Le rêve d'une plume de plus en plus libérée. La liberté de presse a célébré ce jour. Ils sont venus de toutes les rédactions, supports papier, audiovisuel ou encore en ligne pour marquer l'événement. La liberté de la presse, un vœu cher aux journalistes ivoiriens qui ont pris d'assaut les principales artères de la commune de Cocody pour le signifier. Il était important pour nous, à l'instar de tous les journalistes du monde entier, de commémorer ce 3 mai pour dire que, en fait, il ne peut y avoir une société idéale sans liberté de presse, sans liberté d'expression. La liberté de la presse est un indicateur de démocratie dans tous les États modernes. Nous sommes concernés parce que nous voulons que notre profession respecte les règles d'éthique et de déontologie. Nous sommes concernés parce que nous voulons que les citoyens soient bien informés. Une journée qui a donc son sens, d'où l'engagement des médias de service public. Tant qu'on se mobilise pour les valeurs, pour tout ce qui a de l'importance au sein d'une communauté, et je pense qu'au sein du monde des médias, et nous en tant que RTI, on en fait partie également, la liberté de la presse est quelque chose de sacré. Nos journalistes se mobilisent tous les jours pour pouvoir informer, et donc il est important que nous soyons là pour soutenir, et c'est le sens de notre engagement. Une célébration pour faire le bilan, mais surtout des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Il y a quand même beaucoup d'avancées en Côte d'Ivoire. Quand on parle, n'est-ce pas, depuis 1990 où on a eu ce qu'on a appelé le printemps de la presse, je pense que c'est une avancée significative. Mais aucune œuvre n'étant parfaite, nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire par les uns et les autres. Cette journée me rappelle que la situation du journaliste ou du communicateur ou de l'homme de médias doit changer au fil des années. Donc cette journée, elle est importante pour moi à plusieurs niveaux. Ensemble contre la précarité dans nos médias, c'est le thème retenu pour la célébration de la 25e journée mondiale de la liberté de la presse. Une presse ivoirienne qui entend désormais jouer son rôle, celui d'un véritable contre-pouvoir. Et notez qu'en 2016, l'année dernière donc, 74 journalistes ont trouvé la mort. Dans la même année, 348 journalistes ont été emprisonnés dans le monde, soit une hausse de 6% par rapport à 2015.
Et à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée donc aujourd'hui, 3 mai, l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, a organisé une conférence de presse. Et ces professionnels de médias qui étaient donc à cette conférence ont salué les avancées enregistrées dans l'exercice du métier avant de faire un plaidoyer pour davantage de résultats. Les députés de Côte d'Ivoire, eux, sont invités à déclarer leur patrimoine. Une délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance était ce mercredi au Parlement pour expliquer les enjeux de cette mesure. On y va tout de suite avec Michel Digri. Les parlementaires ivoiriens sont assujettis à l'obligation de déclaration de leur patrimoine, tel que mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 20 septembre 2013. La loi est impersonnelle et s'applique même à ceux qui la votent, mais cette fois, elle fait grincer des dents. Moi, je parle de moi qui suis femme d'affaires. Ça, vraiment, c'est compliqué, hein? Le secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance lève des équivoques. Pourquoi les députés sont-ils soumis à la déclaration de patrimoine? Selon la Banque mondiale, la corruption est le fait d'utiliser sa position de responsable d'un service public à son bénéfice personnel. Elle peut prendre la forme notamment de conflits d'intérêts, de trafic d'influence ou même d'abus de fonction. C'est dans cette perspective que les députés, qui bien que ne gérant pas de deniers publics, sont invités à déclarer leur patrimoine conformément à l'article 5 de l'ordonnance 2013-660. Des explications qui finissent par convaincre les uns et les autres. Nous votons les lois. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On doit déclarer nos biens. Ce qu'ils ont expliqué, il faut avoir un minimum de valeur morale. Et ce que nous pourrions dire en tant que députés, c'est que nous devons monter l'exemple. Parce que c'est vrai, par moment, nous ne manipulons pas de budget, mais nous savons tout le rôle ou toute l'influence que nous pouvons avoir sur certaines prises de décision au niveau local, et tout ceci effectivement concourt à la bonne gouvernance. Ce qu'il faut noter, cela n'empêche pas un député qui, malgré qu'il soit député, qui a des affaires, de faire profit naturellement de manière légale. Ce qui est combattu dans l'action de la Haute Autorité de la bonne gouvernance, c'est l'acquisition de manière frauduleuse de biens à partir des opportunités de l'État. Et je pense que c'est bien apprécié, c'est bien pris. Je pense que l'ensemble des députés seront forts de faire la déclaration de leur patrimoine. Au cours de la dernière législature, seulement 109 députés sur 250 ont déclaré leurs biens, soit un taux de déclaration de 61%. La sécurité alimentaire en Afrique, au cœur d'une conférence internationale en Turquie, c'était les 27 et 28 avril dernier. Notez que les ministres Kobena Adjumani et Mamadou Sangafoa y participaient et ils y ont présenté le programme national d'investissement agricole. Herman Guivet. Partenariat Afrique-Turquie pour assurer une sécurité alimentaire à toutes les populations. La Côte d'Ivoire représentée au forum d'Antalaya par les ministres Kobena Kwasi Adjumani et Sangafoa Koulibaly. Ils ont présenté les défis autant que les potentialités agricoles de notre pays, avant de préciser qu'en Côte d'Ivoire, l'insécurité alimentaire est plus un problème d'accessibilité aux denrées alimentaires qu'un problème de disponibilité. À cela, il faut ajouter le manque de transformation de ces aliments. Comme solution, un plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture qui découle du PENIA. La mise en œuvre de ce plan d'un coût global de 331 milliards de francs CFA nécessite surtout des investissements privés sous forme d'investissements directs ou de partenariats. Pour mon pays, qui est le premier pays producteur de cacao, nous ne transformons que 35% de cette matière sur place. Nous considérons que dans le cadre d'un dialogue privé-privé ou public-privé, nous pourrons améliorer la transformation de ce produit et bien sûr sa consommation à travers le monde. En sa qualité de président de la conférence des ministres de l'Agriculture, Région Afrique pour la FAO, Mamadou Sangafoa Koulibaly a sollicité l'appui de la Turquie à l'Afrique face au changement climatique. En marge de ce rendez-vous agricole, le ministre Kobena Kwasi Adjumani a signé un mémorandum d'entente avec son homologue turc. Ce mémorandum ouvre désormais la voie à une coopération ivoiro-turque
privilégiée dans le domaine des ressources animales et halieutiques. On évoque à présent cette opération de saisie de médicaments illicites. C'était ce mercredi matin au marché de Roxy, le plus vieux marché de faux médicaments. Il est situé dans la commune d'Adjamé. Il s'agit de 30 tonnes de médicaments qui ont été mis hors d'usage par des unités de la police nationale et de la gendarmerie. Notez que notre reporter Christelle Menant a suivi de bout en bout pour vous cette opération. L'opération a été montée en 24 heures dans le plus grand secret. Effet de surprise oblige pour garantir son succès. Dès 4 heures ce matin, 400 hommes sont mobilisés sur le parvis du district de police d'Adjamé. Ils sont de la gendarmerie et de toutes les unités de la police nationale. À 5 heures du matin, toute la zone de Roxy est bouclée. L'opération, menée à la demande du ministère de la Santé publique, est pilotée par le Cotramed et le commissaire du district de police d'Adjamé. 6h30. Ouverture des boxes de stockage de la plus vieille pharmacie de médicaments falsifiés, illicites et contrefaits à Abidjan. Ces genres de médicaments, vous voyez, qui sont conservés dans des conditions vraiment qui ne sont pas bien. Il y a la chaleur et autres. Même si ça avait été de bons médicaments au départ, les conditions de conservation dénaturent la qualité de ces médicaments. Et là, c'est des médicaments qui en général sont fabriqués dans des conditions qui ne sont pas connues. Et ça fait beaucoup de mal à la population. Ce matin à Roxy, près de 30 tonnes de médicaments ont été saisis. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faut faire vite, saisir le maximum possible de médicaments et veiller sur les indélicats, tenter de dérober les produits ou de s'attaquer aux factions en poste. 13 heures, fin de l'opération. Les 4 camions pleins seront déchargés dans les locaux de la direction de la pharmacie et du médicament. Le temps pour le coordonnateur de nous faire le point de cette opération qui marque la fin de la phase de sensibilisation. Un État ne peut pas rester insensible ou du moins passif face à cette situation. C'est une suite logique dans les actions que mène Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à l'endroit des vendeurs de médicaments de mauvaise qualité. On le fait en guise d'avertissement et on espère qu'elles comprendront le message qui a été lancé. Nous aurions pu procéder à des arrestations, on n'est pas allé jusque-là. Le RFC est un symbole dont nous savons que la lutte, nous ne devons pas la mener seulement à Roxy. Il y a d'autres sites que nous connaissons, que nous allons attaquer bientôt. Et on parle développement à présent. Pour accélérer la réalisation des projets publics, le ministère du Plan et du Développement encourage les responsables techniques de projets dans les différents ministères à avoir recours donc à la méthode dite de l'initiative des résultats rapides, méthode IRR. Les explications de Francis Boifou. Renforcer de façon systématique les pratiques de mesure de la performance des politiques publiques, de suivi et évaluation des projets et programmes. Le ministère du Plan et du Développement entend privilégier l'initiative des résultats rapides, IRR. La méthode consiste à identifier des problèmes urgents pour les populations pour lesquels une réponse urgente a besoin d'être trouvée. Sur ces bases-là, des équipes sont constituées. Équipe IRR pour chaque ministère, avec à la tête un leader stratégique et un leader politique. Parce que le leader politique, c'est lui qui conduit la politique du ministère. Mais en dessous, il y a le leader stratégique qui conduit les équipes techniques. L'IRR s'intéresse aux sous-composantes d'un projet et vise des résultats tangibles et mesurables, généralement de 100 jours, un délai court par rapport au temps habituel de réalisation des interventions. Cas pratique du projet d'assainissement de la commune d'Adjamé. Nous ciblons le sous-quartier Williamsville. L'équipe se met au travail et la méthode voudra que à mi-parcours, c'est-à-dire à 50 jours, nous devons faire un point pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et puis redresser là-bas, puisque en 100 jours, il est dit que nous devons débarrasser Williamsville des ordures, de toutes les ordures avant d'aller ailleurs. Durant 5 jours, des cadres nationaux, des structures et des institutions en charge de la planification stratégique et de la mise en œuvre des projets et programmes axés sur les résultats de développement ont travaillé sur des cas pratiques dans les secteurs d'électricité, des infrastructures et sur l'immigration. Le but de cet exercice, proposer des solutions au gouvernement pour le bonheur des populations. Une autre bonne nouvelle pour les populations, la SOTRA vient de recevoir 40 nouveaux autobus, un mois seulement après la réception de 117 premiers engins.
Francis Boifo. De nouveaux autobus à la Sotra, 40 au total, pour porter le nombre à 157 en moins d'un mois sur les 504 dans la société d'ici à fin juin. Le gouvernement entend renforcer les capacités de la société d'État pour assurer la mobilité des Abidjanais. Il exige des responsables de la Sotra un entretien régulier des autobus. Nous avons pris toutes les dispositions pour prendre soin de ces autobus. Seulement, je voudrais demander aux usagers de la route, d'abord les taximètres, les conducteurs des Gbaka, de prendre soin de nos véhicules parce que souvent ils ont des conduites qui mettent en difficulté nos conducteurs. Ils accrochent souvent nos véhicules pour les immobiliser. Pour les clients, je demanderai de ne pas écrire dans les autobus, de monter tranquillement dans les autobus, d'éviter de casser les pare-brises pour entrer par les fenêtres. Parce que la Sotra est un bien commun, dira le ministre des Transports, engagé à créer les conditions techniques pour une Sotra moderne et modèle. Après plus de 40 ans d'existence d'une entreprise comme la Sotra et avec les commandes que nous faisons, c'est 2000 autobus quand même que nous entendons commander d'ici 2020. Il faut avoir cette chaîne de montage ici, parce que c'est beaucoup moins cher de monter des bus ici que de mettre des bus entiers dans des bateaux pour les faire venir ici à Abidjan. Outre le projet de montage d'autobus à Abidjan, le gouvernement encourage la création d'industries pour le montage des véhicules légers sur place, ce qui va favoriser la lutte contre le chômage. On ouvre à présent la page politique de ce journal. Le 3e congrès du Rassemblement des Républicains se prépare activement. Pré-congrès éclaté donc sur toute l'étendue du territoire national pour recueillir les préoccupations des militants de base. Voyons l'étape d'Adjamé avec Franck Kouadio. Ils ne sont pas allés du dos de la cuillère pour afficher leur position face aux responsables de leur parti lors du pré-congrès qui s'est déroulé en cette fin du mois d'avril. Eux, ce sont les militants du RDR, Rassemblement des Républicains de la commune d'Adjamé. Au bout de 3 jours de réflexion, ils plaident pour la prise en compte de leurs préoccupations. Le pré-congrès, pour moi, il est bienvenu parce qu'il y avait beaucoup de récriminations qui nourrissaient les militants. Je crois qu'ils ont eu l'occasion de ressortir tout ça. On a mis sur papier pour que la direction tienne compte de ces récriminations et essaie d'apporter des solutions. Une initiative jugée opportune par Adama Tongara, président du comité d'organisation du pré-congrès à Adjamé. Nous avons été très heureux de savoir que la crainte que le parti avait que ce pré-congrès serait difficile à Adjamé a été totalement levée et oubliée. Nous avons trouvé des militants très engagés, très mobilisés. Selon la délégation du RDR conduite par Adama Tongara à Adjamé, les résolutions des pré-congrès seront prises en compte lors du congrès qui se tiendra bientôt. À Boisseau, également dans l'ambiance des pré-congrès du Rassemblement des Républicains, les travaux ont été suivis pour vous par Mahama Traoré. 199 congressistes venus des 4 départements de la région, à savoir à Boisseau, à Diaké, Grand Bassam et Tiapoum, sont venus prendre part au pré-congrès du RDR, Rassemblement des Républicains, dans le sud Komoé. Adama Kone, président du comité d'organisation du pré-congrès d'Aboissou, estime que les travaux se sont bien déroulés dans l'ensemble. Le RDR donc a décidé de venir donc à l'écoute de ses militants, faire l'état des lieux, écouter leurs préoccupations pour préparer le prochain congrès. Congrès au cours duquel donc des grandes orientations vont être données, non seulement pour l'avenir du RDR, mais pour quand même l'avenir de notre pays. Les travaux du pré-congrès d'Aboissou ont adressé une motion spéciale au président de la République, Alassane Ouattara, l'invitant à postuler à la tête du parti. Voilà, et le reportage de Mahama Traoré a été commenté par Abou Sanogo, avec qui on reste d'ailleurs pour parler défense cette fois. La Côte d'Ivoire déploie 150 militaires au Mali, issus de diverses unités de l'armée de terre. Ils iront dès jeudi rejoindre les autres détachements de pays contributeurs donc de troupes dans le pays. On en parle, comme je vous le disais tantôt, avec Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire hisse son armée au standard des normes onusiennes.
Elle affirme la présence de ces militaires sur le théâtre d'opérations extérieures. Les forces armées ivoiriennes déploient la première compagnie de protection à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. 150 militaires, dont 3 filles fruits d'une sélection rigoureuse, la composent. Ils iront rejoindre les autres détachements de pays contributeurs de troupes déjà déployés au Mali. L'engagement de ce détachement opérationnel en mission extérieure démontre, selon le chef d'état-major général des armées, du retour de l'armée ivoirienne sur la scène internationale. Vous avez été choisi parmi de nombreux soldats de notre armée pour aller soutenir ce pays frontalier au nôtre, en proie à une agression et au dépeçage de son espace géographique réparti entre divers groupes djihadistes. Souvenez-vous en toutes circonstances des responsabilités qui sont désormais les vôtres, celle de porter et maintenir haut la flamme des armées ivoiriennes en terre étrangère. Ces soldats ont reçu en tout 22 modules de formation pendant 4 années afin de leur faire acquérir tous les savoir-faire et savoir-être nécessaires dans ce type d'opération. La première compagnie de protection MINUSMA sera projetée sur le théâtre extérieur ce jeudi 4 mai. Et je vous conduis à présent dans le nord de la Côte d'Ivoire pour parler sport, précisément à Mbengue, où le ministre des Sports et Loisirs vient de réaliser un stade omnisport. On en parle avec Léon Brou, qui était justement à la cérémonie d'inauguration. Stade omnisport de Mbengue, un ouvrage baptisé Stade Ngolo Koulibaly du nom du médiateur de la République, fils et doyen des cadres de Mbengue. L'objectif, graver dans la mémoire collective les valeurs déterminant l'homme à l'origine de l'essor de ce département, il s'agit bien plus de poursuivre ses œuvres de paix, de fraternité, de rapprochement des peuples. À l'affiche, ce match de gala opposant Mbengue à la ville malienne voisine de Kadiolo. Au total, le stade Ngolo Koulibaly pour favoriser le vivre ensemble, l'éclosion de talents locaux et la lutte contre les phénomènes dont la jeunesse reste la cible. Le choix de Mbengue tient compte non seulement de sa position géographique, mais surtout de l'essor des activités qui s'y déroulent. Cet essor économique, comme tout système, génère ces avatars que sont l'alcoolisme, la drogue, la prostitution, le vol. C'est pourquoi j'ai voulu, par la construction de ce stade, contribuer à détourner la jeunesse de Mbengue de toutes ces tentations. Pour inviter les populations à s'approprier cet équipement sportif, instauration de la marche pour la santé avec le coach Albert François Michia, juste pour le ministre des Sports et Loisirs, de sensibiliser sur les bienfaits de la pratique du sport, et la leçon est bien retenue. Pour éviter beaucoup de cueils au niveau de la santé, il faut ce genre d'exercice physique. Et je pense que la leçon est retenue. Et que dorénavant, en tout cas, ça sera une institution à Mbengue. Le stade omnisport de Mbengue, première réalisation du gouvernement dans le cadre de sa politique de promotion du sport de proximité, prochaine localité bénéficiaire, Tengrela. Hors de chez nous, la présidentielle en France, ce sera le dimanche prochain. Plus que 4 jours donc pour convaincre. À l'affiche, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux candidats à l'Élysée, vous le savez certainement, se sont rencontrés ce soir. Ils étaient face à face pour un ultime débat, 2h30 d'échange houleux. Voilà qui met un terme à ce journal. Je vous retrouve demain, même heure.